Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. J'ai envie de vous faire une vidéo mais j'étais un peu embêtée parce que je ne savais pas sous quel format la faire. Il y a encore 2 minutes je ne savais pas. Donc on va essayer de faire ça. Ça va être un format un petit peu hybride, un petit peu vous prenez une boisson et vous écoutez, on en discute en commentaire, tout ça. En fait j'ai des livres dont il faut que je vous parle parce que comme je vous l'ai dit je reçois des livres pour Hachette cette année et je suis partenaire avec Booktube, enfin pour Booktube plutôt. Donc il faut que je vous en parle sur la chaîne. Mais comme je ne fais pas d'update lecture régulier, c'est un peu compliqué de vous trouver des moments pour vous parler de ces romans-là. J'en ai lu beaucoup là ces derniers temps et je vous ai parlé d'aucun roman, hein, clairement. Donc ça va pas du tout. Et du coup la question que je me posais c'est est-ce que je commence à faire des updates lecture? Mais le problème étant que je n'ai absolument pas le temps de tourner des updates lecture toutes mes 4-5 lectures. C'est absolument inimaginable, ce n'est pas possible. Donc ça voudrait dire qu'il faut que je choisisse les livres dont je vous parle et en même temps, même en faisant ça, je pense que ce serait un rythme que je ne peux pas tenir. Je suis un peu embêtée. Là je voulais vous faire ça sous forme de book haul parce que c'est un format qui marche bien, mais à la fois il aurait fallu aussi que je sélectionne les livres dont je voulais vous parler parce que j'ai acheté beaucoup de choses, comme d'habitude, depuis le dernier book haul. C'est pas un format que j'aime particulièrement à regarder moi-même, donc forcément c'est pas un format que j'aime tourner particulièrement aussi, donc c'est compliqué. Du coup je me disais est-ce que je peux pas inventer un nouveau format pour vous présenter ces livres? Et la question en fait c'est tout simplement que bah en fait non, j'ai pas le temps d'y penser, j'ai pas le temps d'imaginer autre chose. Je pense qu'il y aurait d'autres choses auxquelles je pourrais penser, mais là à l'instant T là j'ai pas du tout la foi, donc on va juste se poser vous et moi et vous, une boisson, tout ça. En tout cas j'ai sélectionné quelques livres dont on va discuter un petit peu aujourd'hui. Je n'ai aucune idée de là où ça va aller. Mais voilà, il y a certains livres dont j'ai envie de vous parler, des livres que j'ai lus récemment qui m'ont particulièrement plu et qui je pense gagneront à apparaître sur la chaîne. Et on va commencer avec le seul que j'ai en papier là sous la main, qui a été un vrai coup de cœur pour moi. C'est bête à dire parce que c'est un témoignage, une autobiographie, mais clairement ça a été un gros coup de cœur avec beaucoup de petits post-it mis, et là je pense que vous avez entrevu la couverture. Si vous me connaissez de toute façon, témoignage autobiographie d'un roman sorti récemment, ça pouvait être difficilement autre chose que ce fameux roman qui s'appelle Et l'imagination prend feu de Christelle Dabos. C'est un roman assez court, il fait 190 pages, 192 je crois. C'est un roman qu'elle a écrit chez Le Robert dans la collection Secrets d'Histoire. Pas du tout, ça c'est Stéphane Bern. Absolument pas. Donc Secret d'écriture. Donc Secret d'écriture, la fameuse collection du Robert, qui propose entre guillemets à des auteurs et des autrices de parler de leur parcours d'écriture et de le coucher sur le papier. Et je trouve que Christelle Dabos a fait ça d'une façon absolument exemplaire et qui ne m'étonne absolument pas vis-à-vis de son talent. Voilà, parce que pour moi c'est vraiment une autrice extrêmement talentueuse qui a écrit, mine de rien, ma saga préférée de tous les temps. Donc pour ceux qui ne le savent pas, bien que j'en parle assez régulièrement, ma saga préférée de tous les temps, vous la voyez pas, elle est juste au-dessus de ma tête là, actuellement, c'est La Passe Miroir de Christelle Dabos. Et donc c'est son seul écrit pour le moment, en dehors de ce roman et de quelques participations à des romans avec d'autres auteurs. Mais La Passe Miroir, ça m'a construite en tant que lectrice, ça m'a construite en tant que personne. C'est une référence qui est dans ma tête en fait tout le temps. Voilà, j'ai très souvent des références à La Passe Miroir qui pop dans ma tête, clairement. C'est une saga qui est extrêmement importante pour moi. Et donc quand j'ai su qu'elle allait sortir une petite autobiographie qui parlait de son écriture de La Passe Miroir, j'ai été en librairie le jour J pour l'acheter. D'ailleurs, sachez que j'ai vraiment galéré à le trouver en librairie, j'ai fait 3 librairies, et à la 3e j'ai fini par le trouver, mais j'ai cherché pendant très longtemps, clairement. Ce livre est une vraie pépite, à mon sens, je pèse mon mot, puisque je le trouve extrêmement intelligent. Il est très intelligemment construit, puisque Christelle Dabos retrace chronologiquement tout son parcours d'écrivaine, qui était à la base le parcours d'une petite fille qui vivait dans une famille de musiciens, dont les parents étaient professeurs au conservatoire de Cannes. Et là je me suis beaucoup
beaucoup identifiée. Une petite fille qui du coup avait cette passion pour l'écriture, pour la lecture, qu'elle ne pouvait partager avec personne de sa famille. Et du coup, Christelle Dabos, elle a fini par commencer à écrire après avoir lu Harry Potter et en ayant commencé à écrire des fanfictions d'Harry Potter qu'elle postait sur un forum en ligne et grâce à laquelle elle pouvait ensuite discuter et échanger avec d'autres fans de Harry Potter. C'est un petit peu ce qui m'est arrivé aussi puisque je ne trouvais pas dans mon entourage de personnes qui lisaient le même type de récit que moi. C'est un petit peu la raison pour laquelle moi je suis venue sur les réseaux en 2017 parce que j'avais lu le tome 3 de La Passe Miroir, il y a un petit peu trop de boucles et de choses qui se rejoignent dans cette histoire, mais j'avais lu le tome 3 de La Passe Miroir, j'étais totalement folle dingue de cette saga et je voulais absolument pouvoir en discuter avec d'autres personnes qui l'avaient lu aussi. Du coup j'ai créé ma page Instagram et grâce à ça bah j'en suis là aujourd'hui, hein, mine de rien. Donc Christelle Dabos m'a aidée là-dedans sans que je sache qu'en fait c'était exactement ce qu'elle avait vécu elle étant jeune. Donc c'est assez fou. Du coup ensuite elle nous partage un petit peu comment sont venues ses premières idées, comment sont venus ses premiers récits, comment elle les a écrits. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'éléments, mine de rien, même s'il est assez court. Et puis surtout en fait, elle ne fait que partager plein de conseils et de choses qu'elle a vécues et elle dit bah attention là sur ce point là, moi j'ai fait ça comme ça et voilà j'ai fait cette erreur là, peut-être faites attention, ne faites pas cette erreur là quoi, entre guillemets. En tout cas moi c'est comme ça que je l'ai lu. Étant une autrice un petit peu en herbe, hein, en herbe très courte l'herbe, parce que clairement j'écris énormément depuis que je suis toute petite mais je n'ai strictement rien terminé qui soit digne d'être publié, très clairement, mais j'ai vraiment l'espoir qu'un jour je parviendrai à ce niveau d'écriture et pouvoir potentiellement publier un livre un jour, hein. C'est pas, l'espoir fait vivre, j'ai envie de dire. Donc clairement le fait qu'elle nous donne autant de son expérience, ça m'a beaucoup touchée en fait, parce que j'avais vraiment l'impression qu'elle partageait avec nous toutes ces choses qu'elle a vécues et toutes ces erreurs qu'elle a pu faire, mine de rien, puisque je pense que on est humain, on fait des erreurs clairement, et tout du long bah voilà, elle a eu un parcours qui a été mine de rien semé d'embûches et elle en est arrivée à là où elle est maintenant, c'est-à-dire 4 tomes parus du même saga, là une autobiographie, des participations à des romans collectifs. En avril 2023 sortira son prochain roman. Voilà. Moi j'ai envie de dire que je suis fière d'elle alors que je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée, mais elle m'a beaucoup aidée dans ma construction et mine de rien ça fait depuis 2015 que je suis La Passe Miroir. J'ai lu le tome 1 en 2015, le tome 2 n'était même pas sorti, donc forcément ça compte énormément pour moi. Voilà, donc j'ai mis plein de petits post-it pour plein de citations, plein de conseils qu'elle donne. Elle a découpé son histoire en parties en fait plutôt qu'en chapitres. Ça fait partie des choses que j'ai trouvé très intéressantes dans ce roman, c'est que voilà, il y a un vrai découpage réfléchi et pensé. Donc j'ai mis typiquement des post-it sur les conseils qu'elle donne à la fin. Voilà, à la toute fin, elle donne un conseil de physicienne quantique, un conseil d'architecte jardinière, un conseil de scénariste, et j'ai mis un post-it sur un conseil de physicienne quantique parce que j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Elle fait une référence au chat de Schrödinger, qui est une chose que moi personnellement j'ai étudié en cours évidemment, et on fait une licence de physique. Et en fait j'ai trouvé intéressant le parallèle qu'elle avait fait entre ce fameux chat, illustration typique de la physique quantique, et l'écriture, globalement. Voilà, je vais pas trop m'étendre non plus parce que je pense que je pourrais en parler des heures et des heures, mais très honnêtement je pense que c'est un roman qui mérite sa place dans toutes les bibliothèques et qui, que ce soit pour un fan de La Passe Miroir mais aussi pour des écrivains en herbe, mérite complètement d'être lu. Je vous le recommande à 100%, c'est un vrai coup de cœur, j'ai adoré, je l'ai dévoré et je ne suis que plus admirative du travail de Christelle Dabos, même si elle-même a beaucoup de mal avec cette idée-là, elle le dit dans son roman, mais en fait je peux pas m'empêcher d'être admirative de son travail puisque bah, dans notre parcours on a des choses très similaires dans nos enfances et du coup bah, j'ai forcément un petit ange qui me dit dans ma tête bah, peut-être que toi aussi tu peux y arriver. Bah dis donc, hein, ça commence à faire sombre par ici.
Pourtant il fait un beau ciel bleu, mais heureusement qu'il y a la ring light, hein, moi je vous le dis. Il est presque 16 h au mois de novembre, c'est un peu déprimant quand même. Il y a 3 autres titres que j'ai notés dans mes notes. Je vais commencer par le roman dont je dois vous parler pour Hachette, tout simplement parce que c'est le plus frais dans mes mémoires. Je l'ai terminé avant-hier soir. Hier soir? Avant-hier soir? Avant-hier soir. Donc il s'agit de Bruxelles de Éléonore de Villepoix. À savoir que je n'ai pas encore lu l'autre les autres romans d'Éléonore de Villepoix, donc qui sont La Ville sans vent, le tome 1 et le tome 2. Mais j'ai le tome 1 dans ma pile à lire. Donc d'autant plus, je dois vous avouer que ma lecture de Bruxelles m'a donné envie de lire La Ville sans vent. Alors Bruxelles, qu'en dire? C'est un roman assez court, il fait 280 pages à peu près. Et on est sur un postulat que j'ai trouvé extrêmement intéressant. On est donc à Bruxelles, mais Bruxelles, pas la même orthographe. Bruxelles, la ville de Belgique. Et du coup Bruxelles, le roman, c'est Bruxelles avec A-I-L-E-S à la fin pour faire référence aux oiseaux, puisque dans ce roman on suit des oiseaux. Donc on est dans cette fameuse ville dont on ne prononce jamais le nom puisqu'on suit des oiseaux et qui n'ont aucune idée que cette ville s'appelle Bruxelles. Les œufs des oiseaux de la ville sont volés. Et du coup le parlement des oiseaux se réunit pour décider que faire. Et puis du coup il y a tout un escadron d'oiseaux qui va être désigné pour aller chez les perruches, puisque le Parlement des oiseaux a statué que les perruches sont les voleuses. Alors il y a toute une réflexion derrière, hein. Les perruches sont des oiseaux qui normalement ne devraient pas être dans ces environnements citadins, surtout pas en Belgique, mais en fait c'est globalement des oiseaux qui se sont enfuis de chez les humains où ils étaient tenus en captivité. Ils restent là où ils sont, et puis ils créent toute une population de perruches. Les autres oiseaux voient ça d'un mauvais œil puisque qu'est-ce qu'elles font là? Elles vivaient chez les humains, elles étaient domestiquées, et là, bah, elles sont pas chez elles. Vous voyez toute la réflexion qu'on peut avoir derrière, c'est assez intéressant. Et du coup, bah forcément, ça peut être qu'elles qui ont volé les œufs, hein, forcément. Du coup, il y a 3 oiseaux qui sont désignés pour partir à la recherche des perruches et les mettre devant le fait accompli, essayer de trouver des preuves qu'elles ont vraiment volé les œufs. Et du coup, on va suivre un pigeon, un rouge-gorge et une corneille qui vont partir du coup dans cette aventure. Très intéressant puisque du coup il y a beaucoup de recherches qui ont été menées par Éléonore de Villepoix sur les oiseaux d'une façon générale, sur leur caractère, sur leur personnalité. Là, c'est vraiment de créer des personnages qui avaient du sens. Donc typiquement le rouge-gorge tout petit, chanteur, très exubérant, très je suis le plus fort, alors qu'il est tout petit. La corneille très imbue mais en même temps très pince sans rire, c'est vraiment une personnalité derrière. Et puis alors le pigeon, le pigeon en fait. D'ailleurs le roman commence par une définition du pigeon qui parle à la fois de l'animal, hein, de l'oiseau, et puis vous savez quand on dit que quelqu'un est un pigeon, c'est quelqu'un qui se laisse berner, on va dire. Et bah typiquement le pigeon est un peu comme ça dans l'histoire. Donc il y a vraiment une construction des personnages que j'ai trouvé très intéressante. Et puis bah du coup je trouve qu'il y a vraiment des choses intéressantes au niveau de la réflexion que peut amener toute la construction du récit. Donc on a ces fameux 3 oiseaux qui ne sont absolument pas faits pour s'entendre, qui vont partir à l'aventure et qui mine de rien vont créer une relation qui est très jolie. Et puis bah surtout on va découvrir que bah est-ce que vous pensez vraiment que ce sont les perruches qui ont volé les œufs? Peut-être pas, finalement. Donc voilà, ça parle d'amitié, ça parle de confiance, ça parle de vengeance un petit peu aussi. Ça va parler de beaucoup de thématiques que j'ai trouvées vraiment intéressantes. Il y a vraiment beaucoup de parallèles qu'on peut faire avec notre société humaine, évidemment, c'est un peu le but, je pense. Et à la fois, il y a des choses vraiment rigolotes puisque elle a inclus à son récit des notes de bas de page, qui ne sont d'ailleurs pas en bas de page, qui sont sur les côtés. Et en fait elle fait toujours des petites blagues, elle rajoute des choses par rapport à la culture, des petits points rigolos, enfin c'est très 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 amusant. J'ai trouvé que c'était vraiment un récit qui était bien construit, qui était intelligemment mené également, et que j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir. Donc si vous aimez aussi ces romans qui questionnent la société, je pense qu'il peut vous plaire. Donc j'en dis pas plus parce que j'ai pas envie de vous spoiler non plus, il est assez court. Mais très honnêtement, je pense que c'est un roman qui vaut le détour. Et en plus, il est magnifique. L'objet livre est vraiment superbe. C'est un beau hardback avec une très belle illustration sur la couverture. Je vous dis de foncer, il y a aussi des illustrations dans le roman d'ailleurs, je ne vous l'ai pas dit. Mais il est illustré ce roman, donc ça rajoute toujours une petite chose en plus quoi. Moi j'aime bien en tout cas. Voilà, donc je vous le recommande.
Et on va passer au prochain livre. Je vais commencer par vous parler d'un roman que j'ai lu en septembre, d'une autrice que j'aime d'amour, clairement. Je vais vous parler de Un psaume pour les recyclés sauvages de Becky Chambers. Je vous en ai parlé dans plusieurs vidéos, il me semble, au cours de l'été, tellement j'avais hâte de sa sortie. Donc c'est un premier tome, pour le moment il y a 2 tomes sortis en anglais, je ne sais pas combien il y aura de tomes au final, et je n'ai pas été déçue. Clairement je n'ai pas été déçue. C'est un récit beaucoup plus court que l'espace d'un an, un petit peu plus finalement dans la dynamique de apprendre aussi par bonheur. On est dans un univers que... Il n'y a que Becky Chambers pour inventer des choses pareilles. On est dans un univers de science-fiction, du coup, comme très souvent avec cette autrice, qui est vraiment dans une dynamique de science-fiction positive. Et en fait, c'est complètement ça qu'on trouve dans ces romans. C'est vrai que c'est toujours extrêmement positif. On a vraiment des réflexions qui sont amenées, qui sont tellement intéressantes. Moi, pour moi, Un psaume pour les recyclés sauvages, c'est un conte philosophique de science-fiction. Mais la science-fiction, pratiquement, elle est à part, pour moi. Il y a toute une démarche de réflexion philosophique derrière qui est absolument passionnante et qui est pour moi la raison numéro 1 de lire ce livre et de lire Becky Chambers d'une façon générale. On suit 2 personnages, donc on a un humain et un robot. L'humain d'ailleurs est une personne non binaire, qui est d'ailleurs très intéressante dans la façon dont Becky Chambers va traiter cette non-binarité, puisque finalement en fait face au robot, qui lui par définition est non-binaire, un robot n'a pas nécessairement de genre défini, donc on a vraiment cette rencontre de ces 2 personnages, l'un qui par définition est non-binaire et l'autre qui ne s'identifie à aucun genre. Voilà, on a vraiment des réflexions extrêmement intéressantes sur cette thématique là, et du coup ces 2 personnages partent dans une espèce de quête, une quête qui a un fond un petit peu pour moi écologique également, puisque on est sur une société humaine présentée qui est complètement ancrée dans la sobriété énergétique, dans la préservation des ressources que l'on a déjà. Par exemple, un exemple tout bête, le personnage que l'on suit a un espèce d'ordinateur portable dont on sait qu'elle l'a eu il y a un certain temps et qui elle tente de conserver avec le plus de délicatesse possible pour qu'elle puisse le garder le plus longtemps possible, puisque en fait les ressources qui sont présentes dans cet ordinateur sont tellement rares, sont tellement précieuses que il faut pouvoir les préserver et pouvoir conserver cet outil le plus longtemps possible, tout simplement. Donc on a vraiment cette dynamique de la sobriété énergétique, et puis toutes les réflexions qui sont amenées par les conversations entre le robot et l'humain sont tellement intéressantes. Évidemment on a cette thématique de l'intelligence artificielle via le personnage du robot, mais également toute cette thématique de l'identification du genre, évidemment, mais aussi en tant qu'humain, en tant que robot. Évidemment, comme je le disais, la conscience écologique que l'on a derrière. On est sur un roman de science-fiction, donc forcément qui se passe dans le futur, un futur où la société humaine a dû évoluer pour pallier aux problèmes qu'elle a elle-même causé à la planète. Donc forcément les humains sont obligés de changer de psychologie, de philosophie de vie pour s'adapter à ce qu'eux-mêmes ont fait subir à la planète. Je ne peux pas trop vous en dire parce que j'ai le sentiment que pour moi il doit être découvert comme ça, sans trop en savoir. Et du coup comme il est très court, j'ai pas envie de vous spoiler quelques éléments que ce soit. Mais c'est une réelle pépite. Pour moi c'est l'un des meilleurs romans que j'ai lu cette année. Vous voyez pourquoi j'ai choisi ces romans-là dont je vous parle aujourd'hui, puisque c'est vraiment des romans qui méritent le détour. Mais sincèrement, je pense que si vous aimez Becky Chambers déjà, ou si vous avez envie d'aller vers ce type de récit, il ne faut absolument pas hésiter à aller vers Un psaume pour les recyclés sauvages. Déjà parce que le titre est magnifique, mais en même temps il est à l'image du roman, tout aussi sublime. Donc je ne peux que vous recommander d'aller vers ce récit, de vous le procurer, de le lire. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, parce que je pense sincèrement que on peut pas être déçu par ce roman, ce n'est pas possible. C'est un roman tellement intéressant, dans lequel il y a tellement de choses à engranger, que je pense que beaucoup de personnes trouveront leur compte dans ce récit. Je m'arrête là, je passe au 4e roman dont je vais vous parler. Vous voyez, c'est un petit peu le bazar dans cette vidéo, mais je pense que c'est quand même relativement sympa de faire ça, chill, boisson chaude, lecture trop bien. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, pour terminer, je vais vous parler d'un roman, je crois que je l'ai déjà ramené à Rennes.
Oui, je crois que je l'ai déjà ramené à Rennes celui-là. Donc il s'agit de Blue Lake de Amandine Peter. Je l'ai lu au mois d'octobre, c'est l'un des seuls livres que j'ai lu au mois d'octobre d'ailleurs parce que ça a été la catastrophe ce mois-ci. Donc Amandine Peter m'avait déjà convaincue avec La couleur des nébuleuses et avec Le silence des nébuleuses qui est sa suite. Mais j'avoue que du coup son roman Blue Lake, au début, quand il est sorti, ne m'intéressait pas tellement. Je pense que c'était la couverture qui me rebutait un petit peu. Et puis en fait, quand je me suis rendu compte que j'aimais vraiment beaucoup ce qu'elle faisait, je me suis intéressée un petit peu à ce qu'elle faisait à côté de son diptyque. Et j'ai découvert du coup Blue Lake et j'ai découvert son résumé, cette fois-ci pour de vrai. Donc ça part d'un postulat que je trouve tellement original. Donc on suit une jeune fille qui s'appelle Blue Lake, forcément, qui vit dans une société futuriste, un petit peu futuriste, où il y a des personnes qui sont capables, par naissance, de manier la magie. Mais cette magie crée des déchets. Quand une personne pratique la magie, elle forme des espèces de déchets verts sous forme de poudre qui tombent par terre et ensuite sont envoyés à la poubelle. Et en fait, Blue Lake, qui est dépourvue de magie, elle travaille à la station de recyclage des déchets magiques, ce que je trouve vraiment hyper intéressant. Elle travaille dans les égouts, clairement, pour récupérer toutes ces déjections magiques, forcément, et du coup les recycler, en tout cas les récupérer et en faire autre chose. Donc on a cette thématique de que la magie puisse faire des déchets que je trouve hyper intéressante et hyper originale. Et puis cette dynamique un petit peu de recyclage en fait finalement, de se dire bon là on a un déchet, qu'est-ce qu'on en fait? Donc à partir de ces déchets là il va se passer quelque chose, un événement particulier, je vous en dis pas trop, mais du coup ça va entraîner Blue Lake à quitter son travail, en tout cas temporairement, pour essayer de démêler un petit peu le sac de nœuds qui est en train de se former autour de ces déchets magiques. Et sans trop vous en dire, encore une fois, je pense que c'est un roman qui vaut carrément la peine d'être découvert parce qu'il est tellement original. Tellement original. Dites-moi si vous avez déjà lu un roman qui part du postulat que la magie crée des déchets. C'est dingue, non? J'y avais jamais pensé. Donc sincèrement, je pense que c'est un roman extrêmement intéressant, très inclusif. Il y a plein de personnages qui sont vraiment marqués par une vraie volonté de l'autrice d'inclure un maximum de personnes et de cultures. Ça vaut carrément le détour. Ça vaut carrément le détour, c'est bien écrit, les personnages sont très bien construits. Il y a des jolies relations qui se nouent de la même façon que dans La couleur des nébuleuses. Et puis, encore une fois, je trouve que ce postulat de base, il implique plein de choses. Il permet de parler de plein de thématiques. Et on a envie de ça. On a besoin d'histoires comme ça, qui nous mettent un petit peu devant des schémas qu'on n'a pas l'habitude de lire, qui bouleversent un petit peu les codes en fait. Sincèrement, je pense qu'on a besoin de ça. Donc j'ai hâte de lire le tome 2 et j'avais vraiment envie de vous en parler parce que je pense sincèrement que c'est un roman qui mériterait d'être plus connu. Je l'ai pas beaucoup vu passer sur les réseaux, j'ai plus vu finalement La couleur des nébuleuses, qui est plus ancien donc c'est plus logique aussi. Mais sincèrement, je pense que si vous avez aimé d'autres romans d'Amandine Peter, ou si tout simplement ce postulat de base vous intéresse, foncez dessus parce que c'est vraiment un ovni littéraire. Donc je vous encourage à le lire. Je crois que Amandine est en train d'écrire le tome 2, donc on ne devrait pas non plus attendre 36 000 ans avant d'avoir la suite. En tout cas, je l'espère. Pour mon propre bien et celui de mon petit cœur qui a été malmené par la fin. Je vais vous laisser là. Je pense qu'on a déjà un petit peu blablaté assez longtemps. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Cette vidéo un petit peu fourre-tout, bazar, update lecture. Mais à la fois, voilà, je sais pas, parler de plein de lectures dont j'avais envie de vous parler. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si vous pensez que c'est un format qui peut vous intéresser. Dites-moi aussi quelle boisson chaude vous vous êtes faite pendant votre visionnage. Clairement, j'ai envie de savoir. Je vous laisse, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu certains des livres que j'ai présentés dans cette vidéo ou si certains vous tentent. J'ai toujours tellement de mal à dire cette phrase que là je l'ai dit en une seule fois, je suis émue. Je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao.